Stupéfait, figé, médusé, je vous invite à découvrir l'histoire de Méduse. Méduse est une belle jeune fille dont Poséidon abuse. Il la viole dans le temple d'Athéna. Et voilà, ça commence, ou plutôt ça recommence, puisque de très nombreux mythes commencent par un viol. Et c'est à partir de ce viol que vont s'enchaîner tout un tas de problématiques, hein. Et à ce moment-là, elle fait quoi, Athéna? C'est dans son temple, c'est quand même une grande déesse qui est très puissante. Donc on peut se dire, elle pourrait, je ne sais pas, dans sa toute-puissance, envoyer balader Poséidon, défendre Méduse, enfin je ne sais pas, il y aurait peut-être moyen de réagir quand on est une grande déesse et en plus qu'on est armé comme elle peut l'être. Eh bien non, Athéna, tout ce qu'elle va trouver à faire, c'est de punir Méduse. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous connaissons bien parce que pendant de nombreux siècles, une femme qui a été violée, elle est complètement perdue de réputation. On connaît le procès de la peintre Artemisia Gentileschi qui est soumise à un humiliant examen gynécologique et au supplice des Sibylle lors du procès qui a été intenté contre l'homme qui l'a violée. Tout ça, c'est dans notre mémoire collective, hein. Et aujourd'hui encore, une seule femme sur 8 porte plainte après un abus sexuel. Donc c'est très parlant. C'est très parlant dans le mythe, mais donc c'est très parlant dans la société aussi. Et donc pour la punir, elle la transforme en gorgone, c'est-à-dire que ses cheveux deviennent des serpents, ses yeux se dilatent, et désormais son regard pétrifie tous ceux qui la croisent. En quelque sorte, elle devient un véritable monstre, hein. Face à une agression de ce type-là, où il est impossible de fuir ou d'attaquer, on se fige, on est médusé, sidéré, on est traumatisé. Car Méduse est complètement traumatisée. Alors nous allons essayer de comprendre de façon très résumée qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait face à un trauma, tant sur le plan du cerveau que sur le plan de l'énergie vitale, hein, la fameuse libido dans le sens jungien du terme. Donc dans le cerveau, nous avons l'amygdale, hein, à ne pas confondre avec les amygdales. L'amygdale est donc cette petite boule verte que vous voyez sur le schéma, reçoit des informations sensorielles et ça fonctionne comme un système d'alerte, hein. Ça décode les stimuli afin de pouvoir orienter et dicter des réactions comportementales. C'est un mécanisme très archaïque qui est issu de la partie de notre cerveau crocodile, serpent en quelque sorte, hein. À côté de l'amygdale, nous avons donc l'hippocampe, c'est la partie que vous voyez ici en rose. C'est une région du cerveau qui est située dans les lobes temporaux et qui est responsable du fonctionnement de la mémoire et des apprentissages. Autre partie qui nous intéresse, c'est le cortex préfrontal qui lui permet la planification et le raisonnement déductif, les changements de l'ensemble des règles en cours, des résolutions de problèmes complexes et des stratégies d'organisation. Donc ce sont ces trois éléments qui entrent en jeu quand on fait face à quelque chose qui nous agresse, quelque chose d'insoutenable pour la psyché, d'indicible, d'inhumain, en particulier quand nous ne pouvons ni fuir ni riposter. À savoir un stress extrême, ça peut nous faire mourir, hein, ou ça peut nous rendre complètement fous. Donc, qu'est-ce qui se passe face à une agression violente? L'amygdale va se mettre en alerte, hein, en alerte, bip, 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 bip. Elle va faire appel à l'hippocampe pour voir si à l'intérieur ne se trouvent pas des souvenirs récents de choses similaires pour lesquelles on a trouvé des solutions. Et si c'est pas trop intense, si c'est pas trop violent, elle va pouvoir aller chercher de nouvelles solutions dans le contexte préfrontal. Or, si c'est trop intense, si c'est trop souvent, si c'est trop longtemps, toute l'énergie va se focaliser sur l'amygdale et l'hippocampe et ça va couper le lien et la relation avec le contexte préfrontal. Et c'est ce qui amène cette sensation d'être complètement figé et complètement sidéré.
Comme exemple, on peut prendre à un moindre degré ce que nous vivons pour certains d'entre nous lors des examens. On a beau avoir tout appris par cœur et être sûr de nous, le jour J, lorsqu'il faut parler ou écrire, ben, on reste complètement la bouche ouverte ou la page blanche. On est complètement figé, on est en état de stupeur parce que le stress nous empêche d'avoir accès au contexte préfrontal, c'est-à-dire à des mémoires à plus long terme et à des apprentissages. Donc ça, c'est sur le plan du cerveau. Sur le plan psychique, la libido, dans le sens jungien, la pulsion de vie, ne peut plus couler. Elle ne peut plus couler comme elle désire le faire, comme sa nature lui indique de le faire, de couler comme une rivière ou de se déplacer comme un serpent. Et elle se change en furie, elle attaque. Et c'est ce qu'on peut observer dans certains rêves lorsqu'apparaissent des gros serpents verts très en colère qui représentent ce type de libido pas contente du tout. Donc Méduse, elle est sidérée, elle est médusée avec ses serpents qui sifflent sur sa tête. Ses yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette histoire-là? En fait, quand on est face à un être humain qui a vécu le trauma, comment on peut réagir, comment on peut l'écouter, parce qu'on reçoit une charge émotionnelle qui est trop forte, qui nous déstabilise nous-mêmes, qui nous méduse nous-mêmes. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, ou alors on dit même des fois n'importe quoi. Alors moi, c'est quelque chose que je peux mesurer quand j'accompagne des personnes qui vont accompagner des publics en grande difficulté. Leur plus grande inquiétude et l'apprentissage qu'ils demandent, c'est comment réagir face à ce type de charge émotionnelle, parce qu'ils ont peur de paniquer et de ne pas savoir quoi dire. On sait ce qui s'est passé aussi après la guerre de 39-45, quand les prisonniers sont rentrés des camps. C'était tellement insoutenable à écouter, à entendre, qu'on n'en a pas parlé pendant très longtemps parce qu'on risquait nous aussi d'être complètement médusés à écouter ça, à regarder cette réalité en face. En fait, Méduse, à ce moment-là, aurait eu besoin d'une humanité qui lui dise: que vous a-t-on fait, cher enfant, pour paraphraser Goethe, ou bien où as-tu mal? Elle aurait eu un besoin de miséricorde, de sensibilité à la souffrance d'autrui. Or, elle est aux pieds d'Athéna, qui, on l'a vu, elle n'est pas du tout dans la miséricorde. Il aurait mieux valu qu'elle soit au pied d'une déesse de type Brigide, et je vous invite à regarder la capsule que j'ai faite sur Brigide, où là, il est question de miséricorde. À ce moment-là du mythe va intervenir Persée, qui a promis la tête de Méduse à Polydecte. Alors qu'est-ce qu'il va faire, ce cher Persée? Ben déjà, il va mettre des sandales ailées qui vont lui permettre de voler. Il va porter le casque d'Hadès, le cuné qui va le rendre invisible, et il va prendre une besace, l'Achibisis, pour y placer la tête de Méduse. Alors ces sandales ailées, elles sont intéressantes parce que elles pourraient nous faire penser au dieu Hermès, hein, c'est-à-dire le monde de l'esprit, de la pensée, de la fluidité, de la légèreté. Mais si on colle vraiment à l'image, c'est aussi une manière de ne pas s'ancrer dans la réalité, d'être au-dessus de la nature et des lois, d'être au-dessus des autres. Donc c'est pas forcément une bonne chose ici. En plus, il va porter ce casque qui va le rendre invisible. Donc il va pouvoir s'approcher et faire absolument ce qu'il veut, ni vu ni connu. Et il va porter donc ce fameux sac pour y placer la tête de Méduse. C'est-à-dire qu'ici, Persée, il ressemble beaucoup à un renard rusé qui efface ses traces avec sa queue, comme dirait Jung, en parlant d'un animus plutôt négatif, hein, parce que sans en avoir l'air, son intention, elle n'est pas du tout miséricordieuse, hein, elle est de couper la tête de Méduse. Et ça me fait penser à certains rêves que l'on peut observer, qui sont reçus par des femmes qui ont été abusées, où on voit apparaître ces espèces d'êtres de masculins voleurs qui ressemblent plutôt à des ombres, on les voit pas bien et ils se déplacent très, très rapidement et ils ne sont pas du tout arrêtés par quelque chose qui ressemblerait à la matière. Donc on voit ici cette image de Persée qui se déplace exactement de cette manière-là pour aller dérober quelque chose et pour surtout ne pas voir la réalité en face.
Et c'est tellement vrai que pour approcher Méduse, il prend soin de détourner la tête, il réussit à s'en approcher grâce au reflet que lui renvoie son bouclier poli comme un miroir. Alors bien sûr qu'on va détourner la tête, hein. On a vu que c'était très difficile de regarder, de faire face au trauma comme ça directement, parce que c'est une réalité insoutenable. Donc on peut avoir intérêt à le regarder un petit peu en biais. Et au départ, je me suis dit, c'est intéressant cette histoire de miroir, parce que si on pose le miroir en face du trauma, ça va permettre d'y faire face et de regarder la réalité en face. Sauf que c'est pas vraiment un miroir, c'est un bouclier. Et le bouclier, c'est bien autre chose. C'est un peu comme ici, il y avait une espèce d'entourloupe, hein. Ce bouclier, c'est un objet qui permet de se défendre et de se protéger quand on est attaqué pendant la guerre. Mais du coup, c'est aussi un objet qui va empêcher le monde émotionnel de communiquer. On se protège complètement de l'émotionnel et on ne communique pas avec l'autre son émotionnel et sa sensibilité. Donc ici, ça confirme qu'il va l'approcher en polissant son bouclier comme un miroir, mais il ne va pas écouter sa sensibilité, il ne va pas du tout faire appel à la miséricorde, et il va donc couper la tête de Méduse et la mettre dans son sac et la trimballer selon son bon vouloir. Donc notre Méduse, elle a absolument aucun moyen de s'en sortir. Elle est complètement à la merci de ce système qui l'a violentée, qui l'a punie et qui maintenant la trimballe dans un sac. Et donc après avoir été décapitée, baladée dans le sac de Persée, elle va être offerte à Athéna qui va la fixer sur son égide. C'est-à-dire elle la porte un petit peu comme un bijou ou comme un trophée peut-être sur une Athéna qui, je vous le rappelle, est un féminin instrumentalisé par le masculin, hein. Elle est au service du masculin, hein. Et c'est en ce sens qu'elle ne défend pas Méduse quand elle est violée dans son temple, elle la punit. Elle porte la tête de Méduse de la même manière que les guerriers celtes accrochaient les têtes coupées de leurs ennemis tués au combat. C'est un peu regarde ce qui va t'arriver si tu ne réponds pas à mes dictats, si tu ne t'intègres pas à mon système de pensée. Et ça, ça peut foutre la trouille aussi, c'est une menace. C'est comment régner par la peur, comment faire peur. Cette peur qui est distillée au féminin, que ce soit les femmes ou l'anima. Combien de femmes encore aujourd'hui ont peur en marchant tard la nuit, toutes seules dans les rues, et avec raison. Et combien d'hommes ont peur d'exposer leurs sentiments aussi, ça a quelque chose à voir. C'est assez surprenant que le nom même de Méduse peut se traduire par la protectrice. Alors protectrice de quoi? D'un féminin torturé, assassiné, dont la libido se tresse avec colère sur sa tête, et qui peut être, nous l'avons vu, terrible, hein, puisqu'elle peut foudroyer tout ce qui la regarde dans les yeux. Mais il y a un autre sens à cette notion de protection qui est proposée par Méduse, et ce sens va nous donner des clés. Une fois que sa tête a été coupée, le sang qui coulait de sa veine gauche était un poison, tandis que celui qui coulait de la veine droite était un remède capable de ressusciter un mort. Et la clé, elle se trouve ici. Communément, nous disons que le côté gauche correspond au féminin, c'est-à-dire qu'on voit que le sang du féminin, la vie qui coule du féminin, représente un poison, et ça peut se comprendre vu ce qu'a subi Méduse. Par contre, le sang qui coule par le côté droit, qui est communément admis comme représentant la fonction masculine, est capable de ressusciter un mort. Or, Méduse, elle est dans un état ni vivant, ni mort, elle est complètement figée. Mais ici, il y a une possibilité peut-être de redonner vie à cette méduse. Parce que le masculin, c'est une capacité de discerner le bon grain de livret, de voir la réalité en face, quand c'est un masculin positif, hein. C'est-à-dire être capable de se dire, de voir en face que non, ce n'est pas juste d'être violé, ce n'est pas juste de se sentir coupable pour avoir subi une intrusion dans le corps et ou dans l'âme. La guérison du trauma commence par ça, par l'intégration de cette réalité. C'est revoir sous un autre angle ce qui a été subi, lui donner une autre forme, déstructurer et restructurer. Et ça, c'est une fonction du masculin positif.
En fait, le sang de méduse nous parle aussi de similitude, comme en homéopathie, qui peut, avec le produit, la drogue, qui peut soit empoisonner, mais qui peut aussi guérir. Ça nous parle aussi de sympathie, comme on a en phytothérapie, de tout sera juste une histoire de dosage et de bonne mesure, de bons choix. Mais ça nous sera raconté par d'autres déesses. Alors voyons ce que peut nous dire Méduse lors d'un tirage avec l'oracle des gardiennes des mythes, face par exemple à un questionnement de type voilà, en ce moment je vis un harcèlement moral et je ne sais pas trop comment m'en sortir. Donc les cartes sont Estia, Méduse, Igi et Héra. C'est-à-dire que ce qui représente la personne qui pose la question et qui vit ce harcèlement moral réagit à ça de manière intérieure comme la déesse Estia, c'est-à-dire avec un renfermement sur soi-même dans le foyer, se mettre auprès du feu, c'est-à-dire Estia, elle est bien, elle est auprès du feu, du foyer, etc., mais elle ne sort jamais, elle ne va pas, elle ne participe pas aux festivités organisées dans l'Olympe avec les autres dieux. Donc il y a cette notion d'essayer de se coucouner dans son intériorité. Sauf qu'en face, dans le contexte et dans ce qui va être nous proposé par l'extérieur, il y a cette fameuse méduse, c'est-à-dire qu'on fait face à quelque chose d'assez violent et d'assez agressif. Donc soit c'est cette agression, cette agressivité qui fait qu'on se renferme et que l'on ne veut pas sortir de chez soi, soit c'est ce que l'on va devoir affronter si l'on veut sortir de chez soi. Hein, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là sur le plan horizontal, entre dehors la souffrance et l'agressivité traumatisante et le renfermement sur soi, le ressourcement sur soi. Ce qui provoque la question et la situation, c'est Igi. Et c'est vraiment intéressant de trouver cette carte-là, puisque Igi, c'est une déesse de la bonne santé, de la prévention et de la guérison, avec un serpent. Donc on retrouve cette notion de serpent, mais ici c'est un serpent guérisseur. C'est comme si l'âme, l'inconscient, la psyché, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas cette partie de l'être aspirait à une guérison, à sortir de cette situation. Donc on va avancer et faire face et on va aboutir à Héra. Héra, c'est une grande déesse grecque qui est toujours très en colère, qui est complètement prise dans un système patriarcal duquel elle a beaucoup de mal à se sortir et elle ne subit pas les choses sans rien dire. Elle est en colère, elle essaye tout le temps de faire quelque chose. Hein. Elle n'accepte pas, elle dit toujours non, ça ne passera pas comme ça. Donc on pourrait dire que face à ce harcèlement moral, la guérison, la sortie de cette situation passera par une prise de conscience de ce que c'est réellement, c'est-à-dire c'est une agression, et l'exprimer avec une colère juste. Voyons la carte qui se trouve au centre. Il s'agit de Dana, c'est-à-dire que l'énergie qui est dans le noyau, qui fait tourner tout l'ensemble, eh ben c'est la grande déesse, c'est la déesse mère, hein, c'est le féminin tout-puissant qui va pouvoir chapeauter tout l'ensemble et qui va pouvoir donner de la force en donnant de la nourriture avec ce côté de miséricorde que l'on peut avoir pour soi-même, prendre conscience que l'on est agressé et être sensible à cette agression, c'est-à-dire voir vraiment la réalité en face. C'est un très joli jeu. C'est assez incroyable que toutes les situations mythiques où le féminin se trouve en mauvaise posture, les lectures soient tout le temps sublimées. Il est rarement vu que ça dénonce la souffrance du féminin et la pathologie d'un archétype du féminin, comme le dirait James Hillman. Pourtant, c'est une réalité sur le plan concret et sur le plan psychique et donc sur le plan spirituel. Si vous vous retrouvez médusé, vous avez ici la clé. Faire appel au sang qui coule de votre droite, discerner la réalité de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas.